Bonjour à toutes et à tous. Nicolas Boisard, je suis chargé de mission animation et professionnalisation au sein du CARIFOREF Pays de la Loire. Bienvenue dans ce webinaire dédié à l'actualité PICPACT. Oui, donc bonjour à tous, Stéphanie Leroy, donc chargée de mission à la Directe des Pays de la Loire. Je vais vous présenter, donc comme l'indiquait à l'instant Nicolas, le plan d'investissement dans les compétences, donc qui est un grand plan d'investissement de l'État qui s'inscrit sur la période 2018-2022. Tu changes de page, Nicolas. Voilà, parfait. Donc le point important à voir sur ce plan, c'est qu'il porte déjà tout d'abord une double ambition sur cette durée de 5 ans. Donc la première, c'est de pouvoir protéger les personnes qui sont les plus fragiles sur le marché du travail, et pour cela en les accompagnant, en les formant donc sur cette durée. Donc 1 million de demandeurs d'emploi, donc peu qualifiés, et 1 million de jeunes NEET, donc qui ne sont ni en situation d'emploi ni en formation, en fait des jeunes sans solution. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le second enjeu, c'est également d'accélérer par l'investissement, comme vous allez le voir, qui est considérable, les transformations, les innovations du système de formation professionnelle. L'objectif, c'est de rendre justement la formation plus lisible, plus accessible, plus agile et innovante, et de réduire en fait les inégalités d'accès à la formation. Donc c'est un engagement financier majeur, hein, de l'État, puisqu'on est sur un budget de près de 14 milliards d'euros sur ces 5 ans, et ça s'appuie évidemment sur un lien très fort avec l'ensemble des partenaires, que ce soit les opérateurs de l'État ou d'autres partenaires. Donc le PIC, hein, le plan d'investissement dans les compétences, on dit souvent qu'il est vraiment protéiforme, il a des modalités très nombreuses. Donc il y a à la fois des leviers nationaux, donc la possibilité d'intensifier des actions nationales qui existaient déjà, et aussi de mettre en place des appels à projets nouveaux d'innovation et des nouvelles actions également, des nouvelles prestations. Donc ça, ce sont les leviers nationaux. Il y a également des leviers régionaux, et parmi ces leviers régionaux, le principal levier, c'est une contractualisation qui est passée entre l'État et le Conseil régional des Pays de la Loire, avec le pacte régional d'investissement dans les compétences sur la période 2019-2022 qui a été signé en 2019, début 2019. Donc là, un schéma pour vous montrer, pour illustrer en fait cette dernière diapo, pour vous montrer la manière dont ça s'imbrique au sein du plan d'investissement dans les compétences, à la fois les appels à projets d'innovation, les actions nouvelles, et la contractualisation au niveau national, et la contractualisation au niveau régional dans le cadre des pactes d'investissement dans les compétences. Voilà, cette diapo sert aussi à montrer clairement en fait la manière dont se structurent les programmes, de façon aussi imagée, avec les différents objectifs, donc pour apporter en fait des réponses complémentaires et concrètes, mais aussi veiller à l'équilibre territorial et compenser les inégalités. Donc à la fois en proposant des programmes qui permettent de garantir un socle de compétences de base pour s'insérer, pour répondre aussi aux besoins des entreprises. Et pour cela, il faut qualifier la main-d'œuvre, en fait, pour répondre aux besoins des entreprises et pour les rendre plus employables. Hop. Et enfin, un volet qui va être plutôt sur l'accompagnement des publics et la sécurisation des parcours. Donc en fait, toutes les actions s'articulent sur ces objectifs. Donc
concrètement, je vous ai parlé de ce que comprend le plan d'investissement dans les compétences, comme je vous disais, des actions nationales et des actions régionales, comment ça se déploie, dans notre région. Donc il existait des actions nationales, elles ont été, intensifiées, il y a eu des renforcements, de moyens. Donc la garantie jeunes était déjà déployée, dans notre région. Là, grâce au PIC, en fait, il y a vraiment eu, une montée en puissance, de la garantie jeunes. D'exemple, on avait un objectif cette année de 3 929 entrées. Il y a également, il y a également des moyens, importants qui ont été, engagés, pour le déploiement, des GEC, donc des groupements d'entreprises pour l'insertion et la qualification qui ont permis en fait, d'augmenter les accompagnements et de faire des extensions géographiques de certains GEC. D'augmenter également les moyens des écoles de la deuxième chance, de la région, ainsi que l'augmenter le nombre de places, dans l'EPID, qui se situe dans le Maine-et-Loire. Alors, il y a également eu dans notre région, la mise en place de nouvelles actions, heu, par exemple des prestations, qui sont portées, par Pôle emploi, la prestation valoriser son image professionnelle et la prestation prépa compétences en lien, avec l'AFPA. L'objectif de ces prestations étant, d'améliorer les savoir-être des personnes, éloignées de l'emploi pour les préparer en fait à l'emploi et pour valoriser leurs compétences également. Il y a également, eu la mise en place, dans notre région, depuis fin 2018, du parcours d'intégration par l'acquisition de la langue, PIAL, qui est porté par les missions locales dans notre région. Donc c'est un sas linguistique, qui permet de former à la fois en langue, en français à visée, professionnelle et avoir un accompagnement par les missions locales des jeunes en fait, de moins de 26 ans. Heu, donc enfin primo-arrivants, c'est-à-dire, étrangers et qui ne maîtrisent pas la langue et en fait, cette non maîtrise de la langue est un frein pour l'entrée dans les accompagnements classiques en fait, du service public de l'emploi. Donc là, depuis 2018, il y a plusieurs sessions en fait, par département pour accompagner ces jeunes. HOPE également, était un dispositif, expérimental qui était déjà existant, qui a été, on va dire renforcé et par le biais du PIC et dans notre région, HOPE fonctionne, particulièrement bien et s'appuie sur un réseau partenarial, à la fois avec les institutions, mais aussi avec l'AFPA et les OPCO. Pôle emploi, enfin c'est vraiment ça fonctionne très bien chez nous et ça permet d'accompagner pendant une période de 8 mois, hem, à la fois sur une modalité d'hébergement, d'accompagnement, d'apprentissage de la langue et et de formation professionnelle, des personnes, des réfugiés. Je veux bien que tu changes de slide, s'il te plaît. Merci Nicolas. Hem Donc on a parlé des actions, nationales, existantes ou nouvelles. Il y a également, ce volet important que sont les appels à projets, soit nationaux, soit régionaux, ce qu'on appelle des appels à projets d'innovation. L'objectif, c'est vraiment de lancer des nouvelles actions, de d'expérimenter. Si ça fonctionne, de les essaimer sur d'autres territoires et d'être dans aussi une stratégie d'amélioration continue, heu, et heu et c'est vrai, c'est un focus qui pourra être fait peut-être, tout à l'heure par nos intervenants. Donc parmi, ces appels à projets, nationaux ou régionaux, il y a un appel à projet, qui est porté, par Pôle emploi sur, des préparations opérationnelles, hem, à l'emploi, des collectifs, donc des POEC. Heu,
un appel à projet 100% inclusion pour des parcours, en fait, pour des personnes éloignées de l'emploi. Et là, dans notre région, nous avons à ce jour 9 porteurs, dont les apprentis d'Auteuil, qui témoignera tout à l'heure. Sur l'appel à projet intégration professionnelle des réfugiés, nous avons 3 porteurs qui interviennent dans notre région, dont l'Univers 44 qui interviendra tout à l'heure. L'appel à projet prépa apprentissage, il y a 9 porteurs dans notre région. À noter qu'il y a déjà eu un webinaire début novembre sur cet appel à projet. Donc peut-être la possibilité pour vous si vous n'y avez pas assisté, de regarder à nouveau la vidéo. L'appel à projet régional cette fois, qui a été lancé par la Direction Pays de la Loire sur le repérage et la mobilisation des NEET, donc des jeunes invisibles. Et là, dans notre région, nous avons 11 porteurs. Et enfin, un appel à projet régional PIC sur l'insertion pour l'activité économique, avec 2 prestataires retenus, donc qui est plus sur l'ingénierie et la coordination. Enfin, et ça c'est vraiment au niveau régional, le plus gros volet, on va dire, du PIC dans son volet régional, c'est le pacte d'investissement dans les compétences des Pays de la Loire, qui a été signé entre le Conseil régional et l'État le 18 février 2019. Donc, qui en est à la fin de sa 2e année, donc pour la période 2019-2022 pour les 4 ans. Eh bien, merci Stéphanie pour ces premiers éléments de présentation. Là, vous utilisez les uns les autres la zone de chat. N'hésitez pas à poser vos questions, notamment. Alors, non, je vois une première question d'Henri qui pose la question du caractère innovant, Stéphanie, de l'appel à projet POEC. En fait, il est classé dans cette catégorie-là. Et par ailleurs, donc, je profite de l'occasion pour dire aux uns et aux autres qu'au fur et à mesure des interventions, n'hésitez pas donc à utiliser cette zone de chat pour poser vos questions. On réservera évidemment à la fin de chaque intervention, comme c'est le cas là à présent, un petit temps pour échanger avec les intervenants et traiter vos questions. Et puis en même temps, suite à cette question, Stéphanie, de Henri, une autre question de Sarah Babel qui demande comment savoir qui sont les porteurs. Pour ce qui est de l'aspect innovant de l'appel à projet des PEC, alors ça va peut-être paraître un peu technique ces aspects-là pour l'ensemble des personnes qui assistent au webinaire. On pourra peut-être en rediscuter avec Henri à un autre moment. Mais c'est vrai qu'il y avait déjà des appels à projets sur les PEC avant que ce soit prévu dans le cadre du PIC. Mais là, il y a des aspects qui sont nouveaux et qui notamment visent particulièrement les publics, ce qu'on appelle les publics PIC, c'est-à-dire les publics prioritaires, donc peu ou pas qualifiés, les demandeurs d'emploi, les jeunes NEET, les personnes en situation de handicap, les personnes qui résident dans les quartiers politiques de la ville et dans les zones rurales en difficulté. Pour ce qui est de la seconde question, comment connaître les porteurs, c'est vrai que c'est une demande que nous avons de manière récurrente et qui est tout à fait légitime. On avait commencé notamment à travailler sur ce point notamment avec Laure Chabrol qui va intervenir tout à l'heure et avec Cathy Porcher de la Ligue de l'enseignement pour établir une cartographie des porteurs, en fait, notamment des porteurs des appels à projets, puisqu'ils sont nombreux à intervenir dans la région.
Donc ce travail n'a pas encore été complètement abouti. On a une liste, hein, des porteurs, juste pour, enfin, j'anticipe un peu sur ce qu'on avait convenu de voir tout à l'heure, mais je voulais vous indiquer que, l'État a mis en place une plateforme de communication qui se nomme La Place, qui existe déjà, et l'objectif, c'est que nous puissions créer, à assez brève échéance, une communauté régionale. Et bon, je veux pas aller trop vite en besogne, mais nous allons avoir, l'appui, d'une personne du Carrefouref, pour mettre en place cette communauté régionale, et notre objectif, c'est de pouvoir communiquer justement sur les porteurs, et si c'est possible de mettre en place une cartographie, par ce biais. Donc ça, c'est Nicolas, du coup, ça c'est j'aurais fait ma présentation de La Place là, maintenant. Pas de souci. OK. Bah, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions et comme tu le rappelais, Stéphanie, par ailleurs, l'idée, c'était d'avoir un petit premier temps de cadrage pour ensuite aller assez rapidement sur des illustrations et notamment de ce que sont ces appels à projets nationaux. On a mis le focus aujourd'hui sur 100% inclusion et intégration professionnelle des réfugiés. Tu l'as évoqué, Laure Chabrol est dans la place des apprentis d'Après. Alors, bienvenue. Et, Bonjour, euh, merci. et puis, je te laisse, je vais arrêter le partage et je te laisse prendre la main. Ça marche. Et je coupe ma vidéo. Bonjour à tous. Voilà, donc pour la présentation. Donc effectivement, moi, Laure Chabrol, je travaille pour Apprentis d'Auteuil et je coordonne le programme Étincelle. Le programme Étincelle, c'est un programme national qui est déployé par Apprentis d'Auteuil, donc sur tout le territoire français. Voilà. Et donc, on a répondu dans le cadre du PIC 100% inclusion. Alors d'abord, je voulais juste faire un tout petit récap rapide. Apprentis d'Auteuil, c'est quoi? Parce qu'on connaît le nom, mais on ne sait pas forcément ce qu'on fait à la Fondation. On a 4 champs d'intervention principaux. Le premier, sur lequel on est vraiment connu, c'est la protection de l'enfance. Le deuxième, c'est la lutte contre le décrochage scolaire, donc plutôt par l'accompagnement sur des organismes du type lycée professionnel, voilà. Et puis ensuite, l'accompagnement des familles, donc des familles en situation de difficulté, familles monoparentales, voilà, rencontrant des violences particulières ou des situations de grand isolement. Et enfin, l'insertion des 16-30 ans. Et donc, évidemment, c'est dans le cadre de ce pilier d'intervention-là que le programme Étincelle a été déployé. Alors, le programme Étincelle, c'est quoi? Petit récapitulatif en termes de calendrier. Donc, nous, on a répondu sur la première vague du PIC 100% inclusion. Donc, c'était à l'été 2018. On a eu la réponse fin 2018. Donc, à l'époque, il y avait 6 lauréats nationaux. Donc, maintenant, il y en a beaucoup plus. Et donc, nos objectifs, c'est vraiment… alors, je vais vous lire exactement l'objectif. C'est, dans une dynamique territoriale, proposer des parcours intégrés et expérimentaux, favorisant l'insertion socio-professionnelle des 16-30 ans les plus vulnérables. Donc, comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans les objectifs du PIC décrits par Stéphanie juste avant. Donc, nous, comment ça se décline en fait au sein de la Fondation? Donc, c'est l'objectif collectif qu'on a, c'est d'accompagner 5000 jeunes vers l'emploi à travers 50 dispositifs. Donc, notre cible, c'est toujours la même. Voilà, jeunes 16-30 ans, éloignés de l'emploi, peu pas qualifiés. Donc, nous, à Apprentis d'Auteuil, on a choisi de le faire à travers 2 types de dispositifs. Le premier, qu'on appelle les boosts, ce sont vraiment des dispositifs de remobilisation. Donc, on est vraiment sur travailler les compétences clés, la levée des freins périphériques, travailler beaucoup sur la confiance en soi, avec plein de méthodes un peu innovantes que les acteurs de l'insertion connaissent et utilisent très bien. Et évidemment, avec beaucoup d'immersion professionnelle. Le but, c'est vraiment la découverte des métiers. Et l'objectif, c'est qu'au bout de 5 mois, le jeune, il valide son projet professionnel et ensuite, il enchaîne donc soit directement vers l'emploi, soit vers la formation, soit vers un autre type d'accompagnement du type la garantie jeune, par exemple. On est souvent la marche un petit peu en dessous. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui nous sont prescrits par les missions locales. Voilà. Et puis ensuite, le dispositif Scola, là, on est vraiment sur un autre modèle. C'est vraiment complètement co-construit avec un groupement d'entreprises ou une entreprise qui a des problématiques de recrutement.
dans des métiers en tension. Et nous, on va vraiment faire tout ce qui est l'accompagnement social, travailler sur les savoir-être en entreprise, les soft skills. Souvent, c'est un partenariat fort avec Pôle emploi, les OPCO et puis un organisme de formation et on va travailler pendant plusieurs mois. Le jeune va passer des premiers niveaux de qualification type CQP ou titre pro. Et puis ensuite, à la sortie, soit il rentre directement en contrat de pro, soit il rentre directement à l'emploi dans l'entreprise avec laquelle on a monté le partenariat. Voilà, donc je vous mets juste une petite carto du déploiement de ces dispositifs au niveau national, plus Caraïbes, océan Indien. En fait, c'est juste pour montrer que la chance qu'on a grâce au PIC, c'est vraiment d'avoir pu déployer ces programmes de manière assez large, ce qui nous permet d'avoir une communauté interne, en tout cas déjà dans un premier temps, au sein d'Apprentis d'Auteuil, d'échanges de pratiques hyper fortes. Donc, par exemple, on a des retours d'expérience où on va aller développer un dispositif Scola, restauration, par exemple, sur un domaine particulier, à Lyon, et puis ensuite l'OPCO sur la région Nord-Ouest va nous appeler, ou sur la région Pays de la Loire, va nous appeler et va nous dire j'ai entendu parler de ce que vous avez fait à Lyon, ça nous intéresse, est-ce qu'on ne pourrait pas tester quelque chose ensemble, et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est vraiment hyper intéressant en termes d'échange de pratiques, et on est vraiment dans l'innovation, expérimentation, de tester des choses, de dupliquer, voilà. Donc après, petit focus régional sur comment ce programme-là est déployé sur la région Pays de la Loire. Alors, c'est le pôle formation et insertion d'Apprentis d'Auteuil qui porte ça sur la région Pays de la Loire. Donc, le pôle formation et insertion, on regroupe 11 dispositifs. On accompagne 250 jeunes par an et voilà, on a 26 salariés. L'objectif, c'est toujours le même, remobiliser, former, parce qu'on est également organisme de formation, et accompagner les publics les plus éloignés de l'emploi. Parmi ces 11 dispositifs, il y en a 7 en fait qui sont intégrés dans le programme Étincelle. Alors voilà, je vous les montre. Voilà les 7 dispositifs. Donc ils ont tous des couleurs, pas que sur la carte, mais pour de vrai, on a essayé de travailler sur des étiquettes ou on va dire une caractéristique spécifique en lien avec les métiers en tension et puis la dynamique du territoire. Donc, je vais commencer par la couleur verte. Ce sont les dispositifs pour lesquels il y a une forte notion de lien avec le monde végétal ou de l'agriculture. Donc, par exemple, à Bouguenais, on a un dispositif qui s'appelle Jardinier d'Auteuil, qui est également un dispositif financé par la région, Prépa-Rebond, et qui permet d'accompagner les jeunes vers les métiers entretien des espaces verts et maraîchage biologique. L'autre dispositif à Angers, on va vraiment faire de la découverte des métiers, on va vraiment utiliser tout ce qui est métier du végétal et de l'agriculture urbaine comme un peu support pour la remobilisation professionnelle. Ensuite, le dispositif violet que vous voyez, donc, qui s'appelle Réussir Angers, c'est un dispositif 100% orienté sur la mobilité. On a un partenariat fort avec une auto-école sociale. Et donc, les jeunes, en fait, ils vont passer leur code, ils vont faire des heures de conduite et on va les amener vers le passage du permis de conduire. Donc, c'est vraiment, on utilise la mobilité pour aller travailler plein de compétences transversales. En rouge, on a notre Scola logistique, donc qui est sur les métiers de la logistique, qui est co-construit complètement avec un groupe en entreprise. Et puis ensuite, dans les bleus ciel, on a nos boosts pas à pas. Donc un Châteaubriand qui est en suspens en ce moment, un Cholet et puis un à La Roche-sur-Yon. Ces dispositifs-là, c'est vraiment de la remobilisation plus classique sur des publics très jeunes. On est vraiment sur du 16-19 ans. Donc voilà, avec une forte notion de reprise de confiance en soi et puis découverte des métiers. Voilà. Alors après, je voulais profiter du temps qui m'était donné pour vous faire plus un focus, vous parler de 2 expérimentations ou 2 avancées assez fortes que nous, on retient en fait pour le moment grâce au soutien du PIC et qui font complètement écho à ce que disait Stéphanie tout à l'heure sur les objectifs du PIC. Donc en plus, on ne s'est pas concerté, mais voilà, je suis ravie de voir que ça coïncide. Donc nous, le gros booster en fait du PIC, ça a vraiment été le renforcement du maillage territorial. C'est-à-dire que la DGFP, l'État et puis le programme nous demandent de se mettre très en lien avec les partenaires et c'est ce qu'on a fait et ça a vraiment été très bénéfique pour nos programmes. Donc en fait, se mettre en lien, ça veut dire quoi? Donc on a rencontré plus d'100 d'acteurs
depuis le début du programme, dès qu'on connaissait et puis dès qu'on ne connaissait pas. Donc là, dans les acteurs, il y a tout ce qui est acteurs institutionnels, comme la Directe, mais il y a aussi les municipalités, les départements, et puis bon, les prescripteurs classiques avec lesquels on a renforcé les liens pour vraiment agir en complémentarité en fonction de ce qu'ils proposaient et des programmes qu'ils développaient également. Et puis ensuite, toute une autre panel d'acteurs, les autres acteurs de l'insertion, les organismes de formation, évidemment, pour pouvoir proposer des parcours fluides et logiques par rapport aux jeunes qu'on accompagne, parce que nous, on est vraiment sur une petite partie tremplin. Mais ensuite, le but, c'est d'amener le jeune vers un organisme de formation ou autre, ou vers l'emploi. Mais quand on accompagne aussi le jeune pour travailler sur des freins périphériques comme la mobilité, le logement, l'accès aux droits, et bien, développer ces partenariats-là, ça nous a vraiment aussi permis de pouvoir utiliser les compétences des autres acteurs de l'insertion pour pouvoir créer des passerelles, travailler ensemble, pour pouvoir vraiment travailler sur les problématiques et résoudre les problématiques du public accompagné. Donc voilà, pour nous, ça a été très fort. On a même créé en interne une petite appli de géolocalisation. Vous voyez un petit extrait là, Maps, sur lequel on a répertorié les acteurs institutionnels, les entreprises aussi, parce qu'il a aussi fallu renforcer les liens, évidemment, avec les entreprises. Et puis, je ne sais pas le détail là, mais on a aussi les acteurs qui travaillent dans le milieu de la prévention, de la santé. Et à chaque fois, voilà, on a identifié en fait ces acteurs-là pour savoir à qui adresser notre jeune, comment mieux travailler ensemble. Donc, on a créé des passerelles vraiment, puis des partenariats vraiment intéressants sur divers sujets. Et puis, comme le disait Stéphanie, en fait, le PIC, en tout cas, les lauréats PIC, c'est une grosse communauté. Et par le biais de la place, je pense que l'outil dont on parlera à la fin, c'est plein d'acteurs qui travaillent et qui partagent leur expérience sur des sujets assez précis. Donc, il peut y avoir des échanges de pratiques sur le digital, sur le sourcing via les réseaux sociaux, sur les tiers-lieux, sur des problématiques qui sont identifiées en fait par les lauréats. Et donc, on peut aller découvrir quelque chose, par exemple, un lauréat PIC a déployé quelque chose, un outil à Lille, et nous, on se dit que c'est super intéressant d'en bénéficier à Nantes, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant, cette partie-là, et ça a vraiment été un gros plus. Donc voilà un petit peu sur cette partie renforcement du maillage territorial. Et puis la deuxième, on en a parlé aussi tout à l'heure, il y avait une forte attente de l'État, je crois, à travers le PIC, pour demander aux structures d'aller tester, expérimenter, innover, vraiment d'aller expérimenter des choses pour pouvoir les dupliquer. Et nous, on a décidé à Apprentis d'Auteuil de se faire accompagner par ACT, donc un cabinet consultant externe qui nous a appris à utiliser la méthode du design thinking. On va mettre une petite vidéo pour essayer de l'expliquer. Je vais tenter de vous l'expliquer. Certains d'entre vous la connaissent déjà. En gros, le design thinking, l'idée, c'est vraiment de mettre autour de la table des acteurs qui, en général, ne se retrouvent pas ensemble. Donc, nous, typiquement, pour notre programme, ça va être des jeunes, des formateurs, des partenaires, des personnes, les financeurs, voilà. Et puis aller identifier des problématiques et puis ensuite d'aller identifier des pistes pour travailler sur ces problématiques-là, d'aller les tester. Et puis ensuite, de faire un retour à ce même groupe en se disant, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, c'est quoi l'étape d'après, et ainsi de suite pour pouvoir dupliquer. Donc après, chaque région a été travaillée, ou chaque territoire a été travaillé sur ces problématiques-là. Nous, on l'a testé en région Nord-Ouest avec des jeunes et puis des partenaires. Donc, on a vraiment travaillé sur des choses intéressantes. Typiquement, c'est les jeunes qui ont fait notre flyer, qui ont complètement refait notre flyer, qui nous ont dit où les distribuer, avec qui, avec qui communiquer, et des choses auxquelles on n'aurait pas pensé sans eux. Donc, voilà. Et puis ensuite, il y a d'autres régions qui ont travaillé sur des problématiques de sourcing. Chacun s'est un peu approprié les thématiques sur lesquelles il voulait travailler via la démarche de design thinking. Je ne sais pas si Nicolas, tu peux mettre ta vidéo. C'est parti. Ce qui fait le plus de valeur dans l'approche de ACT, c'est la dimension participative, parce que, justement, nous, c'est une de nos problématiques, c'est comment associer toutes les parties prenantes, qu'on soit alignés, qu'on aille tous dans la même direction, qu'il n'y ait pas d'un côté les équipes, de l'autre le management, de l'autre les financeurs, de l'autre
En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas juste l'alignement sur la vision, c'est qu'après, on passe directement à l'action, ensemble, et en plus, on itère au fur et à mesure. Donc, on ne va pas produire quelque chose qui va être figé et gravé dans le marbre à tout jamais et qu'on va se traîner pendant 10 ans. Et c'est ça qui est transformant, en fait. Et c'est ça qui rend l'organisation apprenante, c'est le fait de partir d'un projet qui est important pour l'ensemble des parties prenantes, mais qui reste un projet, un exemple, mais qui montre par l'exemple, en fait, qu'on peut arriver à travailler comme ça et qu'on pourrait le faire aussi sur plein d'autres projets et qui donne aussi envie de le faire sur d'autres projets. Et donc, petit à petit, ça sème des graines pour que l'organisation se transforme. Bon, voilà, c'est pas toujours hyper facile d'expliquer ce qu'est le design thinking, mais en gros, pour nous, voilà, c'est le gros apport, c'est de se dire que grâce quelque part à ce financement-là, on a pu aller prendre le temps, en fait, de faire les choses différemment. Et voilà, avec un autre regard et vraiment en impliquant et en s'impliquant plus avec les acteurs œuvrant pour les mêmes bénéficiaires finalement. Donc, voilà. Et puis, n'hésitez pas je vois qu'il n'y a pas particulièrement de questions pour moi, mais voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur le programme, les dispositifs. Et sachant qu'on donnera les coordonnées des intervenants à l'issue du webinaire via un petit mail qu'on diffusera. Alors, comme tu disais Laure à l'instant, apparemment pas trop de questions. Par contre, il y en avait une effectivement juste avant. Alors Stéphanie, donc merci Laure. Stéphanie, apparemment une question qui regarde plus le PIC en global de la part de Frédéric. Alors Stéphanie, est-ce que tu peux activer ta vidéo? Peut-être que c'est bien de la traiter maintenant avant de passer à la deuxième illustration. Stéphanie, es-tu là? Et nous entends-tu? Clairement, ce n'est pas une question que de mon côté, en tout cas, sur laquelle je pourrais apporter réponse. Écoutez, il est déjà 40. On passe à la deuxième illustration, puis on verra si on peut vous apporter la réponse, Frédéric, d'ici la fin du webinaire. Vincent, bienvenue, Vincent Lelanne. Alors, oui, bonjour. Eh ben, à toi de jouer, comme on dit maintenant. On passe du côté projet d'intégration professionnelle des réfugiés, Univers 44. C'est ça, c'est parti. Alors, pareil, le temps juste de partager l'écran. Voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis Vincent Lelanne, je suis chef de projet du dispositif Univers 44. Univers 44 qui donc est un appel à projet PIC dédié vraiment au public réfugié ou en tout cas bénéficiaire d'une protection internationale. Donc, on va retrouver des réfugiés, des protégés subsidiaires, avec la volonté forte de pouvoir accompagner ces personnes vers une intégration dans la société par le travail, par la formation, par la création d'entreprises, et que les freins qui peuvent être rencontrés par ces bénéficiaires, que ce soit des freins directement liés à l'emploi ou au travail ou à la compétence, ou des freins, on va dire, plutôt périphériques, que la mobilité, on en a parlé, Laure en a parlé à l'instant, la mobilité, ça va être la barrière de la langue, ça va être la barrière parfois de l'accès ou du maintien à certains droits, que tous ces freins puissent être levés, ou en tout cas levés au maximum de façon à faciliter l'accès de la personne réfugiée à l'emploi, à la formation, à la création d'entreprise. Donc, c'est un dispositif qui a été lancé il y a maintenant 1 an. On a fêté on a soufflé la première bougie au mois d'octobre, qui est constitué qui est piloté plutôt par un consortium de 4 structures. Et ça me faisait sourire sourire dans le bon sens du terme, quand Laure parlait de travailler avec les partenaires et parfois avec des partenaires qui ne se connaissent pas ou qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer. Le consortium Univers 44, c'est un petit peu ça. C'est 4 structures qui n'avaient jamais travaillé ensemble, mais qui par contre avaient des expertises très complémentaires pour apporter une réponse un petit peu différente, ou en tout cas un peu innovante, à la problématique d'intégration des réfugiés.
Donc effectivement, le porteur de projet, c'est l'Université de Nantes. Dans le cadre du projet, va accompagner les parcours des personnes qui ont déjà un niveau bac et au-delà, qui vont accompagner à la levée des freins professionnels. Les compagnons du Tour de France, qui sont donc des centres de formation en Loire-Atlantique, spécialisés dans les métiers du bâtiment, et qui accompagnent ici les parcours plutôt infra-bac. L'association Les Entrep, qui est une association qui intervient auprès des porteurs de projets, des créateurs d'entreprises, sur notamment la sensibilisation à la création d'entreprises. Est-ce que la posture entrepreneuriale, le projet, le business model, etc. Et puis le groupe SOS Solidarité qui accompagne plutôt la partie socio-administrative dans le cadre du projet. Donc déjà sur ce consortium, c'est vrai qu'on a 4 acteurs qui ont tous travaillé avec des publics réfugiés ou des publics parfois éloignés de l'emploi, mais qui n'avaient jamais travaillé ensemble. Donc on a vraiment construit ce projet en articulant les différentes expertises des structures pour proposer en fait une démarche globale, une démarche d'accompagnement global avec à la fois la levée des freins à l'emploi et la levée des freins périphériques. Ce dont on s'est aperçu, c'est que certains dispositifs existent parfois depuis longtemps sur le territoire et travaillent sur leur champ de métier, les acteurs de l'insertion, les acteurs de la formation, les acteurs de l'emploi, les acteurs de la mobilité ou autre. Et ce qu'on a voulu faire avec ce consortium, avec ce projet, c'était avoir vraiment une démarche de décloisonnement et de travailler de façon décloisonnée. C'est effectivement ce que nous demande le PIC, c'est de pouvoir mobiliser, mailler les acteurs sur le territoire. Et bien, il me semblait que ce maillage commençait effectivement par l'origine, c'est-à-dire par le consortium d'Univers 44. Notre objectif, celui que nous avons défini dans la réponse à l'appel à projet, c'est d'accompagner 100 bénéficiaires par an, donc 300 sur les 3 ans de l'expérimentation, avec une hypothèse de travail qu'on avait imaginée à l'époque qui était de 60, à peu près une soixantaine de bénéficiaires infra-bac et une quarantaine de bénéficiaires plutôt post-bac. On s'est aperçu qu'on était plutôt proche du 70-30. Puisqu'on a une majorité de bénéficiaires qui sont plutôt d'un niveau infra-bac, qui ne sont pas ou très très peu qualifiés, qui ont des freins assez importants à lever. Mais on a également, et ça je tiens à le souligner parce que c'est quelque chose qui est peut-être moins connu ou moins relayé, c'est qu'on a également des profils extrêmement diplômés, extrêmement qualifiés, qui ont eu des très belles carrières dans leur pays, qui ont parfois effectivement monté des entreprises, qui ont des masters, des doctorats et autres, hein, et qui en France se retrouvent en fait confrontés au problème d'équivalence de leurs compétences et de leur diplôme. Ces personnes-là ont un accompagnement un petit peu spécifique, on va dire, dans le sens où il faut parfois faire le deuil ou en tout cas reconstruire un projet autour des possibilités qui leur sont offertes en France. Voilà pour la présentation, et je voudrais qu'elle soit assez concise, et vous me poserez des questions, vous pouvez me recontacter à la suite du webinaire. Je ne voulais pas tarder trop sur le cadre. Sinon, on peut peut-être rajouter quand même c'est un cadre extrêmement souple. Et ça, je voulais le signaler puisqu'on est sur cette réunion autour des PIC et des modalités du PIC. On est sur un cadre conventionnel très très souple et avec une écoute et un rapport avec l'État et ses services qui est assez incroyable, puisque on a une proximité avec le financeur, une proximité avec les services de l'État qui est intéressante, puisque comme le disait Stéphanie et Laure, on est sur une expérimentation, on est sur des tentatives pour apporter une réponse, une solution, parfois souvent se tromper et recommencer à reconstruire quelque chose de plus cohérent, de plus efficace. Et ce travail se fait effectivement avec des partenaires, se fait avec le financeur, se fait avec les services de l'État, les collectivités, les acteurs associatifs et autres. Et c'est vraiment,
un pari réussi que de faire confiance à ce maillage d'acteurs, puisque c'est ce qui permet effectivement de construire des projets très innovants, et puis de réussir à apporter une réponse un petit peu différente aux problématiques d'accompagnement. Concrètement sur le déroulement d'un parcours sur Univers 44, donc nous on accueille, comme je le disais, tout bénéficiaire d'une protection internationale âgé de 18 ans et plus. On les accueille sur des réunions Pass Univers. D'ailleurs, là où nous sommes, où je suis aujourd'hui en tout cas, je sors juste d'une réunion Pass Univers, puisqu'on est le premier mardi du mois. Donc, les premiers et les deuxièmes mardis de chaque mois, nous organisons des réunions collectives, des réunions d'information collective que nous appelons Pass Univers, dans lesquelles on reçoit en général une quinzaine de candidats par réunion, donc ça fait une trentaine de candidatures dans le mois, où l'on présente le dispositif, on présente le projet, on s'assure effectivement que les candidats savent pourquoi ils sont là et que ce qu'ils viennent chercher correspond effectivement à ce qu'on a à leur proposer. Typiquement, si ce sont des personnes qui viennent chercher uniquement des cours de français, ce sont des personnes que nous allons réorienter puisque nous ne faisons pas que du français. C'est une des modalités qu'on propose, mais le cœur de l'accompagnement n'est pas autour du français. Donc, nous allons leur présenter ce dispositif et nous allons ensuite nous entretenir avec eux de façon individuelle ou en binôme quand nous le pouvons et quand les mesures permettent de réunir un peu plus de monde dans les espaces. Le travail en binôme est intéressant parce que on met systématiquement des équipes de structures différentes. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple un professionnel de la formation avec un professionnel de l'accompagnement social, de façon à pouvoir croiser les regards, parce qu'on n'a pas les mêmes façons de poser les questions, parce qu'on ne recherche pas forcément la même chose quand on s'adresse à un candidat qui veut, par exemple, entrer en formation. Les regards croisés permettent d'enrichir la compréhension et la connaissance qu'on a de la personne et des freins qu'elle peut rencontrer. Donc, au terme de la deuxième réunion, en fait, le deuxième mardi donc, de chaque mois, on se réunit donc en commission plutôt pour sélectionner. On avait dit 12. En général, on est un peu au-delà. On est plutôt sur une quinzaine de bénéficiaires qui vont entrer sur le mois. Les autres bénéficiaires, soit vont être réorientés vers des structures qui sont plus compétentes que la nôtre, parce que leurs besoins ne peut pas y répondre de façon satisfaisante sur Univers 44. Donc, on va pouvoir réorienter les personnes vers d'autres partenaires, et d'où l'importance de ce réseau et de ce tissu de partenaires. Soit vont entrer un peu plus tard sur le dispositif. C'est-à-dire qu'on demande aux candidats et aux bénéficiaires d'être disponibles, c'est-à-dire de ne pas travailler 40 heures et de ne pouvoir consacrer que 2 à 3 heures par-ci par-là à l'accompagnement, parce que sinon c'est très difficile de s'organiser, ni d'avoir par exemple les cours de français à l'OFI en cours, puisqu'on veut éviter absolument les ruptures de parcours. Et on sait que c'est compliqué de commencer un accompagnement, d'ensuite enchaîner sur l'OFI ou autre dispositif et de revenir ensuite sur Univers 44. On sait que c'est un petit peu compliqué. Donc, on sélectionne les bénéficiaires qui sont disponibles et qui ont rempli les critères. Et les autres bénéficiaires peuvent être intégrés sur les mois suivants sans problème. Je précise aussi sur les critères de sélection que nous avons fait le choix de ne pas demander de niveau particulier. La plupart des personnes qui candidatent sur Univers 44 ont un niveau A1 déclaré accordé plutôt par l'OFI au terme d'un certain nombre d'heures de français. Ce dont on s'est aperçu, c'est que même les personnes qui ont un niveau infra A1 ont des compétences, et que pour certains métiers avec un accompagnement adapté, bien entendu, on peut arriver sur un premier niveau d'employabilité, et c'est exactement ça qu'on va rechercher. Ce n'est pas forcément faire le meilleur ouvrier de France, c'est peut-être avoir un premier niveau d'employabilité sur une entreprise, une entreprise qui aura un besoin bien précis, et ensuite que la personne puisse évoluer et se former tout au long de sa vie comme c'est possible pour n'importe quel citoyen. La deuxième étape pour les personnes qui ont… Vincent, excuse-moi, juste pour te dire… Il faut que je sois rapide.
Et puis, tu as une question qui vient d'être posée. Regarde par rapport à ce que tu as présenté. Alors, je n'ai pas vu la question. Et une deuxième également. Comme il nous reste 5 minutes, effectivement, on va ajuster la présentation. J'en profite pour dire à toutes et tous, la partie ressources, ce n'était pas une présentation de la place comme ça a pu être évoqué par Laure tout à l'heure, mais c'était la page de ressources sur le site Choisir mon métier pro et qui donne l'ensemble des liens à la fois sur les pages État, PIC, voilà, des éléments qui ont pu déjà vous être présentés, ainsi que les pointeurs vers les éléments du pacte. J'en reste là-dessus. J'ai déjà commencé à traiter le point. Maintenant, peut-être on peut se centrer plus précisément sur les deux questions qui viennent d'être posées. Alors, sur les deux questions qui viennent d'être posées, je vais commencer par la plus rapide à la répondre. Le dispositif est-il décliné dans d'autres départements? Aujourd'hui, Univers 44, comme son nom l'indique, intervient uniquement sur le département de Loire-Atlantique. Mais comme toute expérimentation du PIC, l'idée, c'est bien sûr de pouvoir, au terme de l'expérimentation, proposer une modélisation du projet et un déploiement sur d'autres territoires, sur d'autres échelles. Donc, j'espère que ce sera le cas, mais pour l'instant, c'est effectivement plutôt sur le 44. Et puis, pour répondre à la deuxième question, pour la procédure, je vais vous partager, cet écran qui est donc le site internet d'Univers 44, donc univers44.fr, et sur lequel vous avez la possibilité d'inscrire des personnes. Alors pour l'instant, pour 2020, ça va être complet, mais pour 2021, évidemment, ce sera possible. Et vous avez ici un formulaire où on demande en fait à la personne, autant que possible, de remplir ce formulaire. Elle peut évidemment se faire aider par n'importe quelle personne ou structure. On a les premières informations en fait sur la personne, et ce formulaire est ensuite à compléter, à renvoyer à l'adresse info@univers44.fr. Voilà. Sur la fin du parcours, je le dis en 2 mots vraiment. J'essaie de me tenir à 2 minutes. Sur la suite du parcours, une fois que les personnes ont été intégrées, elles passent une première phase qui est le bilan 360, sur laquelle, pendant une période d'à peu près, qui s'étend sur une période d'à peu près 1 semaine ou 2 semaines, on va creuser véritablement les aspects professionnels, projets de formation, situation sociale, situation administrative, etc., pour avoir une photographie complète de la personne et justement identifier les freins qui devront être levés pour proposer ensuite un parcours, soit directement un accompagnement vers l'emploi, soit un accompagnement directement vers la formation et vers les organismes de formation, quel que soit le projet, soit un accompagnement Univers Pro qui est en fait une période qui peut aller sur 420 heures à peu près en moyenne. On va activer tous les modules nécessaires pour lever les freins. Ça va être des cours de français technique, ça va être des remises à niveau en maths, ça va être de la mise en réseau, ça va être de la découverte de métiers en atelier, des immersions d'entreprise avec Pôle emploi. Voilà, c'est vraiment déployer l'ensemble de l'arsenal qu'on pourra avoir pour lever les freins professionnels et les freins périphériques avant, évidemment, d'aller sur la formation, de l'emploi ou de la création d'entreprise. Voilà, Nicolas. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et je vois qu'on a récupéré Stéphanie. Est-ce que tu nous entends? Alors, j'étais toujours là. C'est juste que j'étais, du coup, mon micro, ma vidéo était désactivée. Donc, on a réussi à régler les choses avec Bertrand. Merci. Donc, la question de tout à l'heure, Nicolas, tu peux me la rappeler, s'il te plaît? Tu m'entends, Stéphanie? Oui, oui, je t'entends. Alors, Frédéric demandait où en est-on de la consommation, entre guillemets, en PDL, et surtout, est-ce qu'il y aura d'autres appels à projets? D'accord. Alors, ce que je peux vous dire sur les appels à projets nationaux tels que 100% inclusion, intégration professionnelle des réfugiés, c'est qu'ils se sont déployés depuis 2018 en plusieurs vagues, en 3 vagues. Et là, ils sont clôturés, en tout cas pour ce qui concerne ces appels à projets d'expérimentation. L'appel à projet régional repéré et mobilisé Public Need Invisible a été lancé en 2019, enfin uniquement sur l'année 2019. Donc, il n'y a pas eu de nouvel appel à projet lancé en 2020. Je ne peux pas préjuger de 2021, à voir.
par contre, le pic s'étend sur toute la période 2018-2022, donc il reste encore 2 ans. On va dire qu'on est arrivé là à mi-parcours, donc avec une année particulière du fait de la crise sanitaire. Par exemple, le pacte d'investissement dans les compétences n'en est qu'à mi-parcours. Il y a encore 2 ans et il y a encore des actions qui vont se déployer. Là, on est en train d'y travailler, notamment en lien avec le conseil régional. Il peut y avoir également d'autres appels à projets sur d'autres thématiques qui seront lancés au niveau national, dont on n'a pas encore connaissance. Là, d'autres appels à projets d'expérimentation. Donc à voir. Mais en tout cas, pour moi, on en est, on va dire, on en est à la moitié. Il y a encore beaucoup de choses à faire et des crédits à utiliser. Très bien, merci pour ce complément, cet apport en réponse à cette question. Il est déjà midi, je termine juste extrêmement rapidement pour vous dire, donc la page ressources, je vous l'ai évoqué, c'est sur le site Choisir mon métier pro, vous aurez les supports et donc elle restitue l'ensemble des pointeurs, des éléments qui permettent d'avoir accès aux formations qui relèvent par exemple du pacte régional, des dispositifs, mais en même temps l'ensemble des pointeurs en lien avec les pages donc, de l'État sur les dispositifs PIC et ce qu'on a pu vous présenter. Je termine juste pour vous donner rapidement quelques dates des prochains webinaires, le 8, le 15 et le 17. Je ne vous donne pas le tiercé, mais c'est juste. Donc en décembre, nos prochaines dates, donc compétences transversales, le service Rencontre un pro le 15, ainsi que un focus sur l'intérim en Pays de la Loire. Et puis par ailleurs, c'est tout nouveau, tout chaud, ça sort ce midi, vous avez accès à notre offre de professionnalisation des acteurs EFOP 2021. Voilà, elle est en ligne et vous pouvez accéder à l'espace professionnalisation. Vous y trouverez ce catalogue, je précise, pour le premier semestre 2021. Et puis, écoutez, on vous fait suivre dans l'après-midi un petit lien pour l'évaluation de ce webinaire et notamment pour nous aider à améliorer nos propositions au fur et à mesure. Je remercie l'ensemble des intervenants. Merci Stéphanie, merci Laure et merci Vincent. Et puis, écoutez, il est midi passé. Je crois qu'il est temps, peut-être pour certains d'aller manger, en tout cas de continuer la journée. Excellente fin de journée à toutes et à tous et à bientôt.